Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Alors je suis ravi de t'accueillir sur ta chaîne YouTube et pour parler un petit peu de ton parcours de l'année Oui, euh, et des perspectives de l'année prochaine puisque nous sommes en décembre, nouvelle année qui arrive, etc. Donc c'est peut-être le moment de faire le bilan. ok. Et on a trouvé ça super intéressant de faire ce bilan et donc pour une fois c'est pas toi qui interviewe mais que tu te fasses interviewer. Oui, c'est un exercice rigolo en fait. Très souvent, je vais à la rencontre de personnes et là c'est toi qui vas m'interviewer, donc c'est un grand plaisir de faire cet exercice et ça va être un super moment, je pense. Ce que je te propose dans un premier temps, ça va être de te présenter, Mhm. puisque c'est pas un exercice qu'on fait systématiquement dans les différentes vidéos que tu peux faire avec tes invités. Donc c'est intéressant qu'aujourd'hui tu te présentes, tu présentes un petit peu ce que tu fais. Après on fera le bilan de l'année Ok. euh, et on verra bien sûr derrière quels sont les objectifs, quelles sont les perspectives pour 2024. Et puis voilà. Moi je pense qu'avec ça pourrait être super intéressant. Ok, c'est parti. Donc vas-y, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des gens en fait, 8 ans à 100%. Puisque pendant 2 ans, je me suis formé. Et après, j'ai été accompagné des gens, des personnes, dans plein de situations. Et depuis 4 ans, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants, Mhm. dans l'accompagnement stratégique pour qu'ils gagnent en clarté mentale euh, par rapport à leurs orientations stratégiques et définir un plan d'action. Mais c'est surtout gagner en clarté mentale et ne pas renoncer à leur personnalité. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il y a des jeux qui se font, il y a des rêves, et je vois plein de dirigeants qui renoncent à leur personnalité, qui sont un peu beaucoup surmenés et qui ont un petit problème de vision stratégique. Donc Mhm. tout mon travail, moi, ça va être de les accompagner, de structurer un plan d'action basé sur la résilience au stress, basé sur les capacités d'interaction, savoir transmettre son message, comprendre les règles de fonctionnement du cerveau, de ses collaborateurs, du sien aussi, pour pouvoir transmettre sa vision, se faire comprendre et emmener, en fait, influencer son entreprise dans la direction qu'on souhaite aller, tout en respectant la logique du fonctionnement humain. Ce que je trouverais super intéressant, c'est que tu nous racontes un peu ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ça. Parce que tu as eu quand même une histoire Qu'est-ce avant qui, d'être avant coach. ça, Et, ben bien moi je viens de la cybernétique, de la gestion de production, de l'automatisme. Et j'ai fait mes études, bac+2, bac+4, et je suis rentré dans une entreprise il y a un petit paquet d'années déjà. Et ça devait être en 2004. Je devais rester 2 ans pour faire une mise en place d'une Mhm. démarche qualité. Et puis en fait, je suis resté dans cette entreprise et je suis passé à responsabilité, directeur de production, euh, responsable de production, directeur de production, et j'ai acheté des parts de cette société qui était Beau parcours. qui était une PME familiale. Et et donc j'ai vraiment eu une courbe très rapide Mhm. où j'ai vite pris des responsabilités, mais c'était une PME dans le bois. Moi, j'étais très intéressé par les systèmes de communication, c'est-à-dire comment on transmet l'information, par exemple entre deux usines, comment on interagit avec la production. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui pêchait, c'était la communication entre toutes ces personnes-là. D'accord, la communication. Et un jour, je me rappelle, il y a eu une anecdote de mon chef d'atelier qui me dit, oui, mais pour résoudre nos problèmes de production, il faudrait qu'on embauche des robots. Et je lui dis du tac au tac, oui, mais il faudra toujours un couillon d'humain pour appuyer sur le bouton. Et si on n'arrive pas à communiquer avec l'humain, on fera rien. Et là, je me suis découvert une passion pour la bah, pour le fonctionnement du cerveau, pour la communication, et j'ai trouvé dans la PNL des clés pour comprendre tout ça.
Donc ça faisait le lien en fait avec mes études passées en automatisme et en cybernétique. Et après j'ai étudié la systémie à fond. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que t'es rentré dans le monde de la PNL, voilà, de la systémie, d'accord. Et donc mais dès mes études en fait, si on remonte en 2004, je suis tombé sur un bouquin. 2002-2004, j'avais un prof de com qui nous disait que la PNL c'était de la manipulation, qu'il fallait surtout pas en parler. Et j'avais trouvé un bouquin qui s'appelle comment Un cerveau pour changer de Richard Bandler que j'ai lu en une nuit et j'ai pas vu de manipulation. J'ai vu un formidable outil de communication orienté sur le processus. Ce bouquin était orienté un peu thérapie, développement personnel, mais quand on commençait à regarder, peut-être moi avec l'œil que j'avais déjà à l'époque, un œil processus, et de voir les liens qu'on peut faire, parce que je pense qu'on a vraiment tous à s'inspirer de plein de choses en fait. Et je pense que c'est ma particularité aussi dans mon travail, c'est que je vais chercher des liens partout, dans l'hypnose, dans la thérapie, dans la systémie, et j'arrive à en ressortir un processus. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai vu un formidable outil sur le comment. Comment diriger notre cerveau pour mieux transformer notre vision, pour mieux transmettre, pour mieux parler avec nous-mêmes. Parce que quand j'étais jeune, je suis toujours, mais quand je devais parler, il n'y a pas de problème. Quand je devais parler devant mes salariés, j'étais vraiment pété de trouille. La réunion d'équipe avec 7 gars ou 5 gars qui, dans le lot, il y en avait 3 qui pouvaient être mon père en âge, et que je devais leur donner nos indicateurs de production ou que je devais les recadrer sur des malfaçons qu'ils faisaient, ça a été pour moi des grandes épreuves, mais qui ont été structurantes. Et là, j'étais puisé dans la communication, enfin, dans la PNL, qui m'a donné des outils pour mieux communiquer. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là où tu as eu ce déclic d'aller accompagner les dirigeants, justement parce que... Je pense que il y avait une partie de moi qui réfléchissait déjà à ça, d'avoir un métier d'indépendant et d'aller accompagner. Alors j'étais peut-être trop jeune à ce moment-là, je manquais d'expérience, mais par contre tout ça, ça m'a aidé. Et puis j'ai continué de prendre des responsabilités jusqu'à un moment donné où j'en ai pris trop. Et puis il y a eu une petite explosion en plein vol qui a été le burn-out, qui a été un peu costaud quand même, mais qui a été pour moi quelque chose de salvateur et d'hyper enseignant. C'est-à-dire que quand j'ai touché le fond de la piscine, je me suis rendu compte d'un truc, que c'est moi qui avais créé le bordel dans ma tête, avec tout ce qu'il y avait autour de moi. C'est-à-dire que j'avais décidé d'interagir et de réagir aux événements. Alors, on pourrait juste faire un pas de côté et se dire, est-ce que dans ce burn-out, j'étais en logique de valeurs, parce que je parle beaucoup des valeurs dans le monde de l'entreprise, aller vers ou éviter d'eux. Et je pense que j'étais encore en éviter d'eux. Et puis, ça m'a emmené jusqu'à cet effondrement, mais ça m'a emmené jusqu'à cette croyance qui s'est installée, qui a été plutôt une croyance structurante que limitante. C'est moi qui ai foutu le bordel. D'accord. Donc, qui pouvait me sortir de là? C'était moi. Alors, j'ai rencontré des thérapeutes, j'ai rencontré des personnes, mais le boulot, je l'ai fait moi. Et là, j'ai décidé vraiment de travailler à fond la PNL. Ça en est passé plus de 2 ans d'études où j'ai fait un praticien, un maître praticien, un diplôme en coaching systémique, et puis un diplôme dans l'hypnose, parce que pour moi, la maîtrise du langage aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est plus un nécessaire, c'est quelque chose on doit maîtriser notre langage. C'est hyper important de savoir comprendre la mécanique du langage avec des petits mots, et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait. Et donc là, je me suis lancé. Au bout de 2 ans, j'ai testé encore beaucoup dans mon entreprise. Et j'ai vu les effets. J'ai vu les effets sur moi. J'ai vu les effets sur les autres. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi de contribuer à quelque chose de plus large, de plus grand, et d'ouvrir mon cabinet. Et d'apporter ce que toi, peut-être, t'aurais aimé avoir au moment où tu étais dirigeant et où effectivement c'était un peu difficile et peut-être même
anticiper ces problèmes. Ouais, je pense qu'il y a une partie de ça, j'aurais aimé avoir ça, mais en même temps, mon parcours m'a fait. Tout à fait. Et je me rends compte aujourd'hui que les dirigeants sont très seuls, comme moi je l'étais, comme plein de dirigeants que je côtoie, et qu'ils n'ont pas les clés. Et donc du coup, je me dis, bah si je peux leur apporter 2-3 pans de mon expérience avec des clés structurantes sur le comment, et que ça peut changer la donne chez eux, alors là, c'est de la contribution totale. Super. Et alors, on est là quand même pour parler de 2023. Oui. Et l'idée, c'était justement de faire le bilan, puisque c'est la période, hein, du mois de décembre. Regardons là en arrière euh, sur cette année. Comment tu pourrais la décrire? Quels sont peut-être les moments, les événements marquants de cette année? Comment tu l'as ressenti, toi? Alors, cette année, le mot, c'est intense. Intense. Ouais, ça a été une année très intense. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu beaucoup de recadrage dans ma pratique, dans ma vision, dans le fait d'exprimer ma vision. Déjà, si on remonte en janvier, j'avais toujours cette envie de travailler avec les dirigeants, mais j'ai vraiment travaillé ça. Donc ça a été intense dans ma réflexion personnelle de ce que j'allais apporter, et intense dans tout ce que j'ai mis en place au quotidien. En fait, la structuration de mes idées, mes propositions que je faisais, les accompagnements que j'ai fait avec des dirigeants que je remercie de leur confiance parce que c'est pas évident de se faire accompagner en fait, et d'avoir une personne qui arrive et qui pose des questions complètement folles des moments mais qu'on mérite de décadrer en fait. Et moi mon objectif c'est toujours d'avoir de la bienveillance avec les personnes. Donc ça a été intense dans toute cette proposition, dans les conférences que j'ai fait, dans les produits que j'ai lancés, le podcast, ça a été un truc un peu fou. On peut en parler un petit peu du podcast, Ouais. c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer cet outil? Enfin, j'appelle ça un outil, dans le sens où, voilà, Oui, c'est un outil. on est bien Ouais. un outil de communication, et justement, tu parlais de donner les clés aux dirigeants. C'est ça. C'est clairement un outil, Alors, c'est ta vision là-dessus. ça a démarré suite à un stage que j'ai fait en Slovaquie, parce que cette année j'ai beaucoup voyagé. On en parlera aussi. Et je crois que j'ai pété une croyance sur moi, sur le fait que j'allais être jugé parce que je faisais quelque chose. Mm. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, non, j'ai des outils, j'ai des savoirs, et du coup, je me suis lancé. En rentrant de ce voyage-là, je me suis lancé, j'ai enregistré des podcasts, il y a eu une première passe, et puis après, il y a eu une deuxième passe où on a structuré un peu plus les idées, on a recentré, c'est un processus de création et d'hyper-créativité. Et là, je me suis rendu compte que là, ouais, là, c'est le petit truc que j'aurais adoré avoir. Mm. Le petit format de 10 à 15 minutes où on donne un tuyau. Moi, il y a un épisode qui restera marqué sur 2023, c'est la matrice d'Eisenhower. L'idée de parler de ce truc-là, avec la priorisation des tâches, urgent, pas urgent. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est ça en fait. Je vais enregistrer des choses qui peuvent aider des gens qui se posent des questions sur leur comment optimiser leur temps, comment gérer leur stress, comment mieux communiquer, pour ceux qui ont envie en fait, pas pour ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ont envie, ceux qui se posent des questions, qui se disent tiens en fait là ça cafouille, j'ai eu ma réunion et c'était compliqué, je comprends pas, et de poser par exemple un épisode que j'ai fait sur le mais. Mm. L'impact du mais dans la communication. Je crois que c'est le plus court que j'ai dû faire. Il doit faire 8 minutes. Le mot mais annule tout ce qu'on a dit avant.
Donc, c'est vachement bien dans une conclusion. La personne, elle va retenir que le truc qui est derrière le mais. Et là, je me suis dit, c'est ça. Et je me suis senti libre de le faire. Je me suis senti, c'est même pas une notion de légitimité, c'est vraiment, ok, j'y vais, et puis s'il y a 50, 100 personnes qui écoutent cet épisode, et que ça peut les aider, c'est tant mieux, en fait. Super. Et si tu peux nous partager un peu les défis que tu as dû faire face, justement, par rapport au podcast, et peut-être on verra plus généralement sur l'année. Justement, en tant que dirigeant, se lancer comme ça sur un outil, voilà, qui est à la fois pour donner des outils aux dirigeants, mais aussi quelque part aussi pour te faire connaître. Hein, faut bien le dire. Oui, tu gères une entreprise aussi, donc tu as exactement les mêmes problématiques que les personnes que tu accompagnes. Donc c'est intéressant que tu nous partages un peu les défis que tu as face, et surtout quelles leçons t'en as tiré et comment tu as réussi à surmonter ça. Le premier défi qui, je pense, qui est commun et que beaucoup de personnes qui prennent, j'accompagne aussi des gens qui prennent la parole en public, et ça, c'était l'acceptation de ma voix. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais l'acceptation de ma voix, de poser ma voix, d'accepter mon style, qui est un style bien particulier parce que j'utilise les états modifiés de conscience. J'utilise l'hypnose dans ce que je fais, de poser ma voix, de l'accepter et de pas me comparer. C'est-à-dire d'être aligné avec qui je suis, ce que je propose et qui je veux être. Totalement authentique. Voilà. S'il y a un mot que je suis revenu de mon voyage en Slovaquie, c'est l'authenticité. C'est-à-dire l'authenticité dans mes accompagnements, l'authenticité dans qui je suis, dans l'authenticité dans les besoins que j'ai dans mon travail et de les respecter. Parce que beaucoup de dirigeants sont en décalage avec leurs besoins. Donc, du coup, je peux pas être authentique si je ne la respecte pas. Donc, j'ai dépassé cette croyance-là. Ce qui m'a surpris, parce que je l'ai dépassé très rapidement, et j'ai dû enregistrer 25 épisodes. En combien de temps? Donc quoi, de quelques jours? 4 jours, je crois. J'étais devant mon micro et j'ai enregistré. Et ça a été un super exercice pour moi parce que j'ai pas gardé tous les épisodes. Mais j'ai gardé ceux qui avaient de l'impact pour moi. Et ça, c'était cool. Après, ça a été de m'exposer aux avis des gens. C'est-à-dire au feedback. Pas à la critique. Pas à la peur du jugement. Pas à la peur du jugement, au feedback. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, qui est mon beau-frère, qui m'a dit, tu fais un truc que peu de personnes font, tu l'as fait. Donc moi, je te donne mon avis, mais sache un truc, c'est que moi, je l'ai pas fait. Toi, tu l'as fait. Et ça change tout. Et là, j'ai fait, ouais, en fait, j'ai trouvé la finalité, en fait, un peu le bout de piste pour le citer. Qu'est-ce que j'allais transmettre? Des idées, des outils, des moments de réflexion. Tiens, un épisode qui change un peu, sur une histoire que je raconte, sur comment gérer son stress, sur un paddle, qui peut faire le lien avec une situation un peu anxiogène dans une réunion, dans une prise de parole, dans une prise de décision, dans un rendez-vous avec un banquier, dans un rendez-vous avec ses associés. Parce que là, on doit décider un truc ensemble. On n'est plus en train de faire du business, on est en train d'essayer de placer ses idées pour qu'on avance. Et là, je me dis, c'est ça, en fait. Donc, du coup, ça a nourri, en fait. Et de prendre ce feedback, de prendre les retours des gens, d'entendre oui, c'était intéressant ce que vous avez dit, ou ça m'a pas trop parlé parce que c'était pas clair, ou parce que vous avez reformulé un truc, et ça m'a permis de continuer de m'améliorer. Et je sais que sur cet outil, je vais continuer de m'améliorer, je vais continuer d'en tourner. Ça va être de plus en plus précis, et c'est une démarche d'amélioration sur moi. Voilà ce que j'en ai retiré de cet épisode podcast, en fait. C'est très intéressant parce que je pense que ça représente exactement ce qui s'est passé sur cette année. Quels sont les apprentissages
que tu as pu avoir, quelles sont les principales leçons que tu retiens en fait de cette année? Et je pense que effectivement le podcast est très représentatif là-dessus. Bah, c'est que, en fait, je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc c'est pour citer Nelson Mandela. Mais j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai appris énormément de choses sur les autres. J'ai appris énormément de choses du feedback que les autres peuvent me faire sur moi et sur des petites parts de peur, de doute que je peux avoir qui sont recadrées. Et donc, du coup, j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai énormément travaillé sur mes représentations, sur mon stress, parce que c'est engageant de parler. Et je me suis un peu découvert une aisance à parler dans les interviews que j'ai menées et l'envie d'aller chercher ce qu'il y avait derrière, en fait, sans imposer mes idées, en allant extraire le parcours des personnes. Et pareil, quand j'ai commencé à faire des épisodes podcast où j'interviewais des gens, eh ben j'ai encore appris énormément de choses. J'ai appris par exemple, il y a une phrase qui me revient, c'est le mindset simplet de mon ami Norbert Bilbao. Bah ouais, en fait, quand je l'écoutais, j'étais fasciné de ce qu'il était en train de dire sur le fait que, bah, en fait, il ne voit pas l'échec. Il voit la réussite. Et il y a que ça qui dirige son cerveau, en fait. Et s'il y a échec, il apprendra à partir de cette expérience. Et ben moi, j'ai fait exactement la même chose. Mmh. Dans les choix d'orientation stratégique, dans les contrats que j'ai mis en place, dans les accompagnements, dans les stages et formations que j'ai animés, à chaque fois, il y avait une finalité d'apprentissage aussi. Ce qui m'a emmené à un grand chapitre de l'année, c'est l'écriture d'un livre. On en reparlera. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que tu dirais que tout ça, ça a influencé ta pratique du coaching? Oui. Et tu peux nous en J'ai dire un peu élagué, plus là-dessus? j'ai élagué énormément ma pratique du coaching. D'accord. Déjà en termes de temps et d'aller droit au but, en fait, tout en écoutant ce qui se passe, en écoutant ce programme officiel qui est en train de se passer et d'allant précisément sur des points séance par séance et d'avoir un fil d'Ariane, c'est-à-dire tout au long du coaching et tout au long des séances, de travailler sur l'objectif global, en fait. Ce que je veux, quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'à la fin de la séance, ils me disent, oui, j'ai avancé sur la problématique. On l'a peut-être pas résolu, parce que des fois, c'est des gros objectifs et, comme le dit le docteur Richard Bandler, savez-vous comment on mange un éléphant? Bah, petit morceau par petit morceau. Moi, je suis incapable de dire le nombre de séances que je vais faire. Par contre, mon objectif, c'est d'aller à chaque séance, d'avoir avancé, d'avoir donné des clés, d'avoir donné des outils, mais d'avoir aussi donné un travail à faire. Parce que ça va être c'est ma spécificité. C'est-à-dire que je rends les gens responsables de leur changement. Moi, je ne vais pas changer les gens. C'est un duo. Pendant un laps de temps, on va faire un bout de chemin ensemble. C'est un peu une mélodie à quatre mains qu'on est en train de faire. Et je demande à un moment donné à la personne de prendre le lead, d'aller travailler sa responsabilité, en fait, à travers les exercices que je demande et ce qui entraîne le travail de l'autre séance. Et donc, on co-construit un système éco-responsable pour pouvoir atteindre l'objectif. Et on apprend. Une grosse évolution, c'est aussi de ne pas répondre à tout. Les demandes, de trier. Aujourd'hui, je dis non, ça, je suis peut-être pas la meilleure personne pour travailler avec vous sur ce sujet-là. Et depuis que je fais ça, ma formulation est plus claire. Et les gens viennent me voir pour plus souvent les mêmes points communs. C'est-à-dire, j'ai une meilleure définition de mon offre. Et l'apprentissage, ouais, c'était cette capacité à dire non, en fait. Il y a des accompagnements que j'ai refusés. De t'adresser uniquement aux personnes que tu peux aider. Oui. Et pas forcément à... Non, parce que je suis pas un sauveur. Voilà. C'est non.
Je pense qu'il y a pas mal de coachs qui pourraient en prendre de la graine pour le coup. Non, j'ai pas du tout la sensation de... J'ai fait plein de choses. J'ai accompagné, tu le sais, j'ai accompagné dans divers domaines, dans la thérapie, j'ai travaillé dans le domaine du handicap, j'ai travaillé dans le domaine de la dictologie. Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, les docteurs, les médecins qui m'ont fait confiance. Ça m'a permis d'avoir de l'expérience. Ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de la psyché. Voilà. Aujourd'hui, je suis légitime et je suis à l'aise à accompagner les dirigeants. Je fais encore un petit peu d'accompagnement perso le vendredi après-midi sur des thèmes bien précis, mais c'est fini en fait. Je ne prends que ce qui est dans mon domaine d'expérience et j'arrive d'expérience vraiment. C'est vraiment ce noyau-là que je nourris en fait. Rajouter quelque chose sur l'année? Est-ce qu'il y a des points qui... Bah, comme tout le monde, j'ai dépassé des épreuves, j'ai dépassé des épreuves compliquées. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois que j'ai dépassé une certaine épreuve qui était importante, un conflit, bah, je me suis rendu compte que j'étais complètement libéré de ce truc-là. Ça, tout a explosé en fait, mais dans le bon sens, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires, ma vision, les opportunités, les projets que j'ai lancés. Et donc du coup, moi ce que j'en garde, c'est que on ne peut pas tout résoudre dans notre vie instantanément. Par contre, d'aller cibler le problème et de dire bon, j'arrête de me raconter une histoire par rapport à ce truc-là en fait. Et parce que si je change d'histoire, que je change de trajectoire, je pense que c'est vraiment la phrase qui peut résumer mon année. J'ai changé d'histoire, j'ai changé de trajectoire. Et je suis fier des objectifs de chiffre d'affaires, que j'ai atteint en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai quasiment fait mon année sur les 4 derniers mois en fait. Et donc du coup, une fois dépassé ce moment de conflit, ce moment de tension, j'étais libéré de plein de choses et je pense que c'est un bel exemple pour les dirigeants, c'est qu'à des moments, d'aller taper un peu dans le sujet qui bloque là, parce que on se rend pas compte de tout ce qu'on consomme en fait. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est une propriété émergente du système, si on prend un peu un angle de vue systémique, mais il y a plein de choses, il y a notre énergie, notre motivation, notre créativité, et je pense que le truc le plus important, c'est de se poser la question, tiens, si je résous ce problème, quelle énergie je vais gagner? J'ai un peu l'image d'une bonbonne à énergie à côté de moi et tant que j'ai pas résolu ce problème, je perds de l'énergie. En fait, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est mon énergie, en fait. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, oui, je suis entrepreneur. Oui, je suis gérant de société. Oui, j'ai des problèmes, comme tous les dirigeants. Et cette année, j'en ai dépassé un gros, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, wow, la clarté mentale que j'avais, quoi. 2023, l'année du changement, quelque Ouais. part, si on peut résumer ça comme Ouais, ça. oui. Ok. Alors justement, maintenant que tu as changé un certain nombre de choses, quelles sont tes évolutions? Voilà, on se projette sur 2024. Quelles sont pour toi les principales zones d'évolution que tu envisages, à la fois dans ta pratique, dans ton rôle de dirigeant? Dans ma pratique, c'est de continuer de m'offrir ces moments de formation pour moi sur des thèmes bien précis qui va servir la cible que je veux accompagner, de respecter mes besoins. Ça, c'est hyper important. Là, je sais que je peux pas accompagner. Enfin, on va le tourner positivement. Je peux accompagner jusqu'à 6, 7 entreprises en même temps, pas plus. Parce qu'après, je peux pas faire du bon boulot. Donc, c'est continuer de dire non à certaines sollicitations, les décaler dans le temps. C'est pas parce que je veux pas le faire. C'est peut-être que là, je peux pas, parce que le sujet qu'on me demande est très très gros. J'ai pas que des énormes accompagnements, mais j'ai des gros accompagnements, j'en ai des plus petits, j'en ai des moyens.
et de continuer de bien définir pour moi, quand j'accompagne quelqu'un, dans quelle temporalité il est. Voilà. Si c'est un jeune entrepreneur que j'accompagne, euh, je vais faire très attention qu'il ne me prenne pas plus de temps que nécessaire. C'est-à-dire que, parce que c'est aussi un message que je lui renvoie en l'accompagnant. C'est-à-dire que je dois être aussi un exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais quand j'accompagne un entrepreneur sur sa légitimité de créer son entreprise, de créer son truc, et que je lui envoie sa facture en retard, et je lui envoie un message qui est contradictoire par rapport au message que je lui dis. Donc voilà, c'est le fait d'être super attentif à tous les accompagnements que je fais, de dire non sur certaines missions pour les décaler dans le temps, de me garder des espaces dans l'année pour ma créativité sur des sujets. Par exemple, travailler la présence du dirigeant, travailler la résilience au stress. J'ai envie en 2024 de faire des journées de stage où on pourrait croiser le regard avec plein de dirigeants, un petit groupe de 8 à 10 personnes sur comment travailler sa présence, comment travailler sa résilience au stress, comment travailler sous un terme un peu humoristique nos capacités relationnelles. Voilà, ça j'aimerais vraiment. J'avais une idée en tête de décadrer les chefs d'entreprise sur des temps plus longs. Ça sera peut-être plus tard. Voilà. Ça va être peut-être fait en 2024 ou peut-être en 2025, je sais pas. Mais mon objectif de 2024, c'est aussi de proposer des choses que les personnes peuvent prendre, les dirigeants peuvent prendre, de me synchroniser aussi sur leurs besoins et sur leur temporalité, parce qu'ils sont pris, ils sont débordés. Donc de proposer des choses qui peuvent être assimilables. En fait, par rapport à 2023, donc tu as déjà fait un certain nombre d'ateliers. Là, je pense que l'idée, c'est vraiment de systématiser ce type d'offre, en fait. C'est ça. De prendre, par exemple, si on prend un atelier qui a super bien marché, c'est l'atelier objectif. Ça, j'aimerais le relancer parce que c'est un petit moment, c'est du 8h 14h sur 2 jours où on les met dans une bulle et on leur apprend à conduire un objectif, à créer un changement par rapport à ça. Et ça, je pense que ça peut répondre à une problématique, en fait. Je rebondis sur ce sujet-là, ma foi très intéressant. Donc, en début d'année, spoil, il y a un livre qui va sortir. Donc, ça fait déjà un petit moment que tu travailles. Ouais, ça fait un an. Sur un livre. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, donc, sur ce qu'il contient? Et puis, tu peux annoncer la date de la sortie, à peu près. À peu près. Et justement, nous en dire un peu plus aussi sur ce que ça découle. Puisque là, tu parlais d'ateliers sur les objectifs. Je pense que tout ça est un petit peu lié. Donc, c'est un peu une stratégie, mais une vision sur le début d'année 2024, si je comprends bien. Il y a un an, je me suis dit... Il y a beaucoup de choses décrites sur la communication, le changement, sur la conduite en entreprise, le management, mais il n'y a pas grand-chose écrit sur les objectifs. Il y a beaucoup de choses qui parlent de méthodes, de trucs, mais qui parlent pas d'une expérience. Et là, je me suis lancé un défi un peu fou à l'époque. Franchement, parce que je savais pas où c'est que ça allait me mener, c'est d'écrire un livre. Donc, encore gros apprentissage parce qu'écrire un livre, c'est un travail colossal. C'est un métier aussi. C'est un métier. Et je me suis surpris à y prendre du plaisir, à des moments où j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, mais je me suis dit, je vais en ressortir une structure qui peut aider. Donc c'est un livre outil, c'est un guide, c'est
où on va retrouver un peu de concept au départ, parce que tout ça, ça naît un peu de concept, de choses, mais très rapidement, on va aller dans une méthodologie pour atteindre ces objectifs. Alors, j'ai pas réinventé la poudre à canon. J'ai utilisé ce qui se faisait très très bien dans la PNL, c'est-à-dire la construction des buts et des objectifs. Et j'ai rajouté mon expérience dedans, ma méthodologie que je fais dans mes accompagnements, avec une structure que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment issue de mon expérience. Voilà. Donc il y a une vision de la PNL enrichie de mon expérience. Et là, je me suis surpris à écrire ce livre et d'y prendre un plaisir fou, en fait. Donc c'est mon premier livre qui va sortir mi-janvier 2024. Voilà. On parlera de la sortie très bientôt. Ouais, c'est un accomplissement parce que c'est un an de travail. C'est un an de travail et tu vois, je suis ému parce que vendredi, avant de quitter le bureau, j'ai imprimé encore 2 manuscrits pour les donner à des personnes pour les lire et j'ai eu l'impression de donner un bout de moi en fait. Et ouais, je l'ai donné à ma compagne et je l'ai mis dans une pochette, voilà. Et quand je lui ai donné, je sais pas si elle l'a ressenti comme ça, mais moi j'ai carrément donné un bout de moi, quoi. J'avais ce manuscrit devant moi. Après encore une longue journée de travail dessus. Après des péripéties, des moments, il y a eu des rebondissements, il y a eu beaucoup de suspense dans ce truc. Alors j'arrive à la fin et waouh, ça y est, il est devant moi, quoi. Donc ça a été aussi de fait je le dis souvent, c'est aux dirigeants de célébrer ses succès. Par exemple, j'ai accompagné une dirigeante il y a la semaine dernière. Je lui ai posé la question, en fait, comment vous êtes sorti à la fin de cet entretien? Alors elle me dit au départ, ouais, je suis pas trop content. Et après elle me dit, si, j'ai appris. Et je lui dis, en fait, vous avez fait différemment ou pas? Il dit, ouais, j'ai fait différemment. J'ai dit, célébrez le truc. Parce que c'est déjà le premier petit indicateur simple qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction vers votre gros objectif, en fait. Et on oublie les rituels de passage. On oublie de célébrer les petits changements. En fait, notre société, elle est emmenée sur l'exceptionnel. On a tellement d'informations, notre cerveau est assailli d'informations, les smartphones, la radio, le journal, BFM, CNews qui tourne en boucle. Et en fait, quand on commence à écouter, on se rend compte que c'est toujours la même information au bout d'une heure, mais transformée 3 fois différemment. Et donc, du coup, pour que le cerveau puisse traiter l'information, il faut qu'elle soit énorme. Donc, en fait, on s'est habitué dans les entreprises à avoir des gros trucs. Alors que des fois, il y a des tout petits changements. Tiens, j'ai posé une question sur le comment en entretien. Ou j'ai pas réagi comme ça. Et c'est la même chose, c'est la métaphore que je fais avec ce bouquin. Quand j'ai donné ce bouquin, je me suis dit, waouh, j'ai fait un truc de complètement différent, en fait. Ça y est, il est là, il est devant moi. Et donc, ça a été un super apprentissage qui boucle encore avec ma pratique au quotidien, de célébrer les choses. Donc, on a été au resto. C'est vrai que il y a souvent l'image qu'on utilise, enfin le parallèle qu'on fait avec le fait d'avoir un enfant. Il y a toute cette période de 9 mois d'attente, plein de choses qui se passent et le fait justement d'arriver au moment où l'enfant arrive, voir ce truc à la fois simple et hyper complexe. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Enfin, c'est effectivement à ce moment-là où on doit fêter. C'est ça. L'arrivée de quelque chose. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément dans le cadre professionnel et surtout en tant que dirigeant où on est tellement habitué à rester dans ce côté j'ai un problème, il faut que je résolve ce problème, etc. en boucle. Et on fait pas attention à ce qui va bien, on fait pas attention effectivement à se célébrer, à se faire du bien. C'est ça, et c'est la notion que j'ai abordée, c'est au tout début, c'est dire de ne pas renoncer à leur personnalité. Parce que, comme tu dis, il y a
il y a une image, il y a un persona qui a été défini du chef d'entreprise et ce persona, il a certaines caractéristiques et bah, en fait, si la personne elle a envie elle a dépassé une épreuve dans ça, parce que le chef d'entreprise, il est au four au moulin et tout le temps. C'est-à-dire qu'il doit savoir résoudre tous les problèmes, il doit savoir transmettre sa vision, il doit savoir manager, il doit savoir penser les bobos, il doit être en vision super loin pour pouvoir anticiper tout, il doit résoudre les conflits, il doit tout savoir sur tout, sauf qu'on ne sait pas tout sur tout. Et puis quand il y a des changements, bah hop, c'est normal, c'est son job. Ben non. Non, en fait, moi, quand j'entends des anciens coachés, des anciens entreprises, que je suis pas encore à l'aise avec le mot coach, mais des personnes que j'ai accompagnées qui me disent, ah, monsieur, j'ai pensé à vous l'autre jour, j'avais comme une réunion un peu compliquée, j'ai réussi à faire ce qu'on avait dit l'année dernière, et j'étais me prendre un sandwich dans un parc, et j'ai mis et c'était pour moi un des moments top. Et j'ai marché pieds nus dans la pelouse et j'étais heureuse. Et elle me dit oui, c'est le petit rituel que je m'étais mis en place. Et ben je trouve ça génial moi, en fait, parce que ça coche tout, les besoins, célébrer et prendre un moment pour travailler sa présence, travailler son alignement et dire bah voilà, j'ai dépassé cette situation. Elle est pas passée inaperçue, elle a été mise à sa juste valeur. Et donc ce bouquin, bah, je pense qu'il a eu cet effet-là sur moi en fait. Donc c'est mon premier livre, c'est mon premier essai, c'est Le premier, peut-être pas le dernier. peut-être pas le dernier parce que je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire des choses très pratiques pour les dirigeants, sur avec des choses simples, mais avec des choses, par exemple, peut-être les 10 formules pour conduire un entretien, ou l'art du questionnement sur le comment. Arrêter le pourquoi et aller vers le comment. Et là, j'ai construit sur les objectifs. Parce que pour moi, j'en reviens aux objectifs, c'est vraiment quelque chose qui prend une place énorme dans le monde de l'entreprise, qui est pas très bien défini. Souvent, c'est des demandes ambiguës, floues, pas temporalisées, où on va y greffer un indicateur, et là, on se dit à la fin de l'année, ça n'a pas marché. Ouais, parce que il y a des règles. Et donc, j'en ai écrit cette structure. Voilà. Parce que je pense que ça, moi, ça m'a énormément aidé. Ça a été une rencontre quand j'ai appris la PNL. Ça a été un wow. Wow, je me rendais compte que les objectifs, c'était un truc chez moi qui était en fait, je répondais souvent des demandes, mais pas des objectifs. Donc voilà. Donc c'est et on un va bon outil pour structurer, pour savoir où on va, tout ça. Oui. Et c'est complètement transposable. Mon objectif avec ce livre, c'est qu'il soit transposable. J'ai cette capacité de créer des liens. Je m'en rends compte rapidement et de créer des liens. Tiens, on pourrait faire ça, ça, ça. L'objectif, j'ai mis beaucoup d'exemples dans ce livre. Il est complètement transposable. Que vous soyez dirigeant, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez parent, que vous soyez étudiant et que vous voulez structurer votre idée vers l'objectif de votre carrière, c'est complètement transposable parce que c'est basé sur des règles de fonctionnement du cerveau. On vient de longuement parler d'objectifs. Est-ce que tu veux nous partager quelques-uns de tes objectifs, à la fois professionnels, évidemment, peut-être un peu plus personnels pour l'année à venir? En termes, déjà, je l'ai dit, j'en ai dit un, c'est continuer de me former. Et ça, c'est important pour moi. C'est des temps où je vais puiser dans d'autres. J'ai envie, par exemple, j'ai un objectif cette année, c'est de trouver un stage ou trouver une formation où je creuse la respiration. Voilà, travailler la respiration pour donner des moments de ressources aux dirigeants, des outils. Voilà, ça. Sur mon chiffre d'affaires, c'est de le doubler. Voilà.
C'est simple. C'est simple. Je me lance un objectif de le doubler, en fait. Parce que ça veut dire que je contribue, parce que j'y vois plein de feedback. Ça. J'y vois pas que l'argent. D'ailleurs, ça, c'est un indicateur secondaire. C'est que j'ai contribué à plus d'entreprises, j'ai contribué peut-être à plus de clarté mentale, et j'ai peut-être contribué à des résolutions de conflits et à donner des outils. Donc, c'est un indicateur que, oh, tiens, je suis dans la bonne route, pour moi. De relancer des ateliers très précis, 2 fois dans l'année, où c'est un temps, pour moi, où on va développer des choses. Voilà. Et de refaire des conférences. Voilà. En perso, j'ai un objectif vraiment qui va me tenir à cœur cette année, c'est de mieux gérer mon temps pour me permettre de me ressourcer. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu nous dis, j'ai envie de mieux gérer mon temps pour me ressourcer, c'est-à-dire pour me donner du temps à moi. Oui. Ce qui est quand même assez, ça va pas mal à l'encontre de ce que font les dirigeants pour le coup, puisque souvent, lorsqu'on essaye de gagner du temps, lorsqu'on essaye de mieux gérer, c'est pour en faire plus en tant que dirigeant. Et là, ta vision est quand même un petit peu, un peu différente. Est-ce que tu veux peut-être développer cette partie, parce que c'est intéressant. Très, très, très souvent, à 90%, dans toutes les personnes que j'accompagne, le premier truc qui pêche, c'est leur capacité à se ressourcer. C'est-à-dire à couper de ce quotidien. Alors, je sais qu'à des moments, je peux être un boulimique de travail. Et que je confirme. Voilà. De temps en temps, j'entends la voix de Laurent qui me dit « Oh !» Parce que voilà, je peux... Alors, j'ai un super bon sommeil, rassurez-vous. J'ai cette capacité à dormir. Puis, des fois, je me réveille et j'ai « Ah, tiens, j'ai une idée. » Je me rendors. Mais c'est surtout de me dire « Non, il y a des choses que j'aime. » Parce que je sais que quand je suis aligné avec moi, avec cette capacité de me ressourcer, eh bien, ça m'emmène vers du mieux dans les accompagnements que je fais. Par exemple, là, je suis en train de te parler, je suis en train de vous parler, et je vois la mer devant moi. Eh ben, un des objectifs, c'est quand même cette année, de pouvoir sortir mon paddle. Je le dis ouvertement. Au moins, une fois dans la semaine, je suis à 800 mètres de la mer, et d'aller faire 1 heure de paddle, à l'heure du midi, de m'accorder ce temps-là. Et de pas dire, oh non, j'ai un truc que j'ai pas fait, ou j'ai pas fait cette synthèse-là. Non. En fait, je vais prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, comment je peux gérer mon temps pour que tout soit fait, pour me libérer ce temps-là qui est nécessaire pour moi. Pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir aussi permettre à mon cerveau de créer des liens et de créer, un peu de créativité. Dans ce moment-là, on fait autre chose, on pense à autre chose, m'occuper de mon jardin, d'aller me promener, de me dire, j'ai 1 heure devant moi, je peux lire un bouquin sans culpabiliser. Voilà, donc c'est la gestion du temps vers le fait de pouvoir me ressourcer. Et de pouvoir apporter encore plus. Oui. Justement, par rapport à l'année qui vient, quel conseil donnerais-tu aux dirigeants pour aborder cette nouvelle année avec succès, on va dire? Quel conseil je donnerais? C'est d'aller chercher leur zone de plus grande valeur ajoutée dans ce qu'ils font. Si on fait un parallèle sur moi, j'ai une grande valeur ajoutée dans les accompagnements. Par contre, j'ai pas une grande valeur ajoutée sur ma comptable. Alors, mon comptable, s'il entend, il va s'arracher les cheveux. Grand sujet. J'ai investi dans un logiciel. Et ce logiciel va m'aider pour me permettre de libérer du temps, libérer de l'espace mental, parce que je pense plus à ce truc qui est pas fait, ou que machin, ou que je reporte. Et je vais aller travailler cette valeur ajoutée-là. De définir les objectifs.
C'est-à-dire, je fais rien vers mon bouquin, mais vraiment de travailler sur les objectifs et votre zone d'excellence, en fait, pour pouvoir apporter la plus grande valeur ajoutée à votre entreprise. Et la plus grande valeur ajoutée pour moi, c'est votre vision, votre capacité à vous projeter. Je sais que le milieu économique est hyper complexe. J'évolue dedans, comme tout le monde. J'ai des refus, j'ai des situations compliquées, comme tout le monde. Mais de travailler votre zone d'expertise pour que un maximum de temps vous ayez un maximum d'efforts que vous produisiez les choses les plus fortes pour votre entreprise qui va vous permettre de travailler votre vision et de travailler vos objectifs. Parce que du coup, vous aurez des objectifs plus structurés. Donc en fait, il y a une boucle qui se met en place. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a des choses, c'est pas ma zone d'expertise, quoi. Mon site internet, c'est pas ma zone d'expertise. Et tout le travail qu'on fait en commun fait que, du coup, ça me permet d'être plus au contact avec ma zone d'expertise. Donc d'aller élaguer aussi et de savoir déléguer. Grand sujet, la délégation. Oui, parce que cette année, j'ai jamais autant délégué. C'est vrai qu'on a souvent du mal à déléguer parce que il y a cette crainte que la personne ne fasse pas exactement ce qu'on veut, de la façon dont on voudrait, etc. Et là, il y a encore un apprentissage. Si la personne, elle a pas fait comme on voulait, moi, je me pose une question maintenant. Est-ce que je l'ai bien formulé, en fait? Est-ce qu'elle a compris ce que je lui ai dit? Parce qu'entre ce que moi je dis, ce que je crois avoir dit, et ce que je crois qu'elle a compris, il y a beaucoup d'interférences. Et donc, du coup, c'est de déléguer et de formuler en disant, as-tu bien compris ce que je t'ai dit? Et on l'a vu tous les deux dans notre travail, on a réduit significativement les zones d'interférence et les zones d'incompréhension. Donc du coup, ça fonctionne. La reformulation, le fait d'exprimer sa vision, d'exprimer et la délégation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez aussi donner énormément de sens à vos salariés. Parce qu'il y a dans le lot, il y en aura un ou deux qui vont être capables de vous. Enfin, ils sont tous en train de vous aider dans cette entreprise. Ils ne viennent pas que pour l'argent. Ils viennent aussi pour le sens, pour le truc. Et c'est tout ça, de devoir travailler tout ça. Ce conseil que je donne, c'est qu'à des moments, de se poser 1 ou 2 fois dans l'année avec une personne qui est complètement externe à l'entreprise et de faire un peu le point sur les objectifs, de faire le point sur la vision, de faire le point sur cette zone d'expertise qu'ils ont. Moi, j'accompagne un dirigeant, là, dans le milieu du bâtiment. Il a eu une expertise fantastique, c'est dans le commerce. Mais il n'est pas sur les chantiers. Il va être... Et tout le travail qu'on a fait, c'était de la ramener vers cette expertise-là. Parce que en un minimum de temps, elle amène un maximum de profit pour son entreprise. Et après, en se structurant, en expliquant sa vision en la clarifiant, il gagne en clarté mentale, il gagne en précision, il gagne en interaction avec lui-même. Et là, son entreprise, elle fonctionne. Donc voilà, c'est tout ça, ces conseils, j'en ai donné plein, mais c'est de se poser, parce que du coup, après, on se rend compte que l'objectif, il est intégré. Il est plus une nécessité comptable et bancaire, non. Il est intégré dans le fonctionnement et il sert à quelque chose. Et là, on se rend compte, par magie, tiens, j'ai plus que 2 indicateurs au lieu des 50 que j'avais avant. Et là, on n'est plus en train de regarder dans le rétro, on est en train de regarder devant, on apprend du passé, il n'y a pas d'échec. Il y a vraiment un retour d'information qui nous permet de nous améliorer. Si la situation, elle revient à date quasiment anniversaire dans les entreprises, je me marre des fois avec les dirigeants, c'est qu'on n'a pas fait de changement. Donc, c'est un feedback. C'est pas une erreur. C'est un feedback. C'est pas un échec. Je le prends, je le travaille,
je leur intègre dans un objectif, je leur intègre dans ma vision, et je leur intègre dans ma zone d'expertise. Et là, à des moments, c'est en dehors de ma zone d'expertise, je délègue. Et en déléguant, j'ai la capacité de me ressourcer. Je gagne du temps pour moi, dans ma vision. Comme moi, sur mon paddle. Parce que ça, j'y tiens. Et on fera le bilan. Donc l'idée, c'est de demander à tous les dirigeants d'aller sur un paddle ou c'est d'avoir un moment dans la journée, comme tu as dit, oui, c'est un paradoxe que j'ai dit tout à l'heure, de travailler sur ma gestion du temps pour me ressourcer, pas pour en faire plus. On en fait déjà beaucoup. On en revient encore à cette image que je donnais tout à l'heure, c'est mon bonne d'énergie en fait. Je peux en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il me reste 10%. C'est vrai que j'aime beaucoup cette vision d'être à la fois, justement, de ne pas être partout. C'est-à-dire que le dirigeant, il doit d'abord se concentrer sur, comme tu l'as dit, sa zone d'expertise. Et après, il délègue. Et pour moi, dans la délégation, il y a la responsabilisation. Voilà. C'est-à-dire que il faut s'appuyer sur une équipe pour exceller dans sa zone d'expertise. Et c'est là où, effectivement, les entreprises marchent bien. Et je sais que c'est compliqué aujourd'hui de recruter. Je sais que je suis passé par là. J'accompagne des dirigeants au quotidien sur des problématiques de recrutement. Mais on arrivera à résoudre ce problème qu'en travaillant sur votre vision. Qu'est-ce que vous voulez? Cette personne que vous allez intégrer dans l'entreprise, elle contribue à quoi? Elle est dans quel système? Et elle a quelle zone d'expérience, de savoir-faire? Et ça, c'est hyper important pour moi. De l'emmener, en fait, et de faire prendre conscience. J'aurais gagné énormément de temps si j'avais découvert ça. Mais c'est super, parce que maintenant, je l'emmène. Et donc, du coup, comme tu dis, voilà, la délégation, elle a un but. Elle a une contribution aussi. Et on crée l'entreprise telle sa vision et non plus comme un mercato tous les ans, quoi. Ou un tel part, il faut retrouver machin. Moi, j'ai des exemples avec des entreprises que j'ai accompagnées comme dans des pharmacies. Pendant temporairement, c'est pas un pharmacien adjoint qui est recruté. C'est un rayonniste. Ça peut paraître complètement dingue. Donc, ils ont adapté leur temps, les deux pharmaciens. Et parce qu'une pharmacie, en fait, doit avoir un pharmacien pour ouvrir. Mais pour gagner du temps, ils ont embauché un rayonniste qui a permis aux préparateurs d'être plus présents et de décharger du temps des préparateurs. Et donc, du coup, cette personne, elle avait encore plus de sens parce que, du coup, elle contribuait à quelque chose. Et donc, temporairement, ils ont passé cette période-là avec cette solution. Et cette solution, je sais qu'elle l'a en tête aujourd'hui. Parce que c'est compliqué d'aller recruter, c'est compliqué, elle a multiplié les choix. Elle n'est pas restée sur un angle de vue, elle a fait d'autres choses. Et c'est là où l'importance aussi, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir une vision externe de l'entreprise pour des fois défocaliser un petit peu notre vision et voir des choses qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est complètement submergé par le quotidien et autres. Parce que sur une question bête que je vais poser parce que je connais pas la structure, va en découler un truc et puis 2 séances plus tard, on se rend compte que on a construit sur cette question bête qui fait que ça a changé d'angle. Et la phrase que j'aime beaucoup, c'est « agis toujours de façon à multiplier les choix ». Beaucoup plus simple que lorsqu'on a plusieurs choix qu'un seul. Oui, parce que très souvent, en fait, on se rend compte dans le monde de l'entreprise, on se retrouve avec c'est pas un choix, en fait. C'est un fait. Génial. Je pense qu'on a fait un bon tour de ton année. Ouais. Tes perspectives qui s'annoncent super intéressantes pour l'année à venir. Est-ce que tu as un message que tu voudrais partager là, une pensée finale à tous ceux qui nous ont suivis? C'est un peu cette phrase là
qui dit agis toujours de façon à multiplier les choix en fait. Les choix dans la décision, dans la vision, de travailler cette flexibilité en fait, d'avoir des scénarios différents. Et ça, je le travaille beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est de donner plein de représentations à leur cerveau sur des angles de vue différents plutôt que des angles de vue restreints. Voilà, cette phrase-là, moi, elle m'accompagne très souvent. Et puis l'autre phrase qui dicte mon travail au quotidien, et même moi, c'est qu'est-ce que je peux apprendre et comprendre de cette situation, en fait. Parce que les situations, les enjeux qu'on a dans le monde de l'entreprise, très souvent, c'est des choses, une fois résolues, qui vont nous apprendre quelque chose. Et apprendre sur nous-mêmes, sur notre mode de fonctionnement, sur le mode de fonctionnement des autres. Voilà, donc voilà ces deux phrases. Agis toujours de façon à multiplier les choix. Et qu'est-ce que je peux apprendre et comprendre de cette situation-là? Super mot de la fin. Merci. Merci à toi. De cet exercice. Oui. Intéressant. Donc maintenant, on a une meilleure vision de ce que tu as pu faire cette année et de ce qui va venir après. On vous mettra évidemment en description tous les liens pour contacter Julien si vous voulez un coaching, si vous voulez participer à un atelier. Bien sûr, on vous tiendra au courant par rapport à la sortie du livre. Donc, il y a un petit truc. Mi-janvier. C'est une fois par mois. Le mardi soir. Oui, les cabinets découvertes. Les cabinets découvertes de la PNL. C'est un moment de pure créativité. Voilà, où on va travailler des thèmes, plein de thèmes, avec beaucoup d'humour, beaucoup de fun, avec toujours, on en ressort toujours avec un apprentissage, un truc. Et ça voilà, ça c'est aussi quelque chose que je vais relancer tout au long de l'année. Alors pour les curieux qui ont envie de découvrir un petit peu ce que c'est que la PNL, ce que c'est que l'hypnose, qui veulent effectivement voilà, se donner un espace, une bulle créative pour l'histoire d'une soirée. C'est vraiment très intéressant. Vous retrouvez toutes les informations sur le site avec toutes les dates pour l'année 2024 qui sont déjà programmées. C'est effectivement. Et vous avez aussi sur la chaîne une vidéo témoignage d'une personne qui parle effectivement des cabinets découverts et ce qu'elle en a pensé et tout le bien qu'elle en a pensé pour le coup et surtout ce que ça lui a apporté. C'est une première approche, moi que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui découvrent un petit morceau et qui se piquent au jeu de tiens, comment je peux adapter ça dans mon entreprise. On vous attend tous. Voilà. Très nombreux. Alors, pas trop nombreux, puisque effectivement, c'est un peu limité. Ouais, puisque c'est des petits groupes. Voilà. De façon à ce que ça soit, on va dire, ça reste convivial et accessible. Mais après, si ça grandit, ça grandit. Hein. Oui, après, ça sera dans le Stade de France. Peut-être pas. Merci Julien. Merci pour à toi, cette interview et puis une prochaine vidéo qui sera peut-être dans l'autre sens pour le coup, avec une autre personne qui sera interviewée. Merci beaucoup, Laurent. Merci Julien.